Le Canada, taux de chômage également, on était à 5,1. Le Canada, l'économie était beaucoup moins forte. Le dernier trimestre de 2019, c'était 0,3 %. Alors, ça avait commencé à ralentir au Canada. Le Québec, ben, on était sur un air d'aller. Et bang, ce qui est arrivé, ben, coronavirus, on a mis tout le monde à leur maison, on a confiné les gens. Ça, c'est une statistique. Écoutez, le FMI s'attend à une baisse de 5 du PIB au Canada en 2020. Alors, c'est quand même beaucoup, là. Même si on avait débuté janvier, février, partie du mois de mars avant que ça s'arrête complètement. Et n'oubliez pas, il y avait eu le blocus des trains qui avait fait mal aussi à l'économie québécoise. Regardez là, ce que ça donne pour le mois de février en Chine, qui, eux, ont eu à gérer le coronavirus décembre, janvier et février. Regardez production industrielle en février, comment ça a descendu, commerce au détail, les investissements en immobilisation. Alors, attendez une minute, je vais revenir en arrière. Regardez là, c'est peut-être ça qui nous attend dans les prochains mois aussi. Alors, comment réagissent les entreprises? Regardez les emprunts des entreprises avec cet effet-là. Ça, c'est aux États-Unis, mais le Canada, sensiblement la même chose. Comment ça a explosé les prêts commerciaux industriels accordés par des banques commerciales aux entreprises. Alors, il y a un impact pour les entrepreneurs dont vous êtes. Effectivement, beaucoup d'entreprises sont allées chercher des prêts commerciaux. Donc, peut-être endettement aussi. Je vous disais que l'économie canadienne avait ralenti beaucoup. Regardez là, les investissements en baisse dans les entreprises. Regardez là, les derniers mois de 2019-2020, on était en baisse. Alors, c'était pas. On suivait quand même un cycle 2008-2009, c'était la dernière récession. On sortait d'un cycle d'à peu près 11-12 ans, là, assez de croissance intense, où on n'avait pas connu de récession. Et là, on sentait qu'il y avait déjà un essoufflement. On le voyait déjà aussi dans les investissements. Ça, ici, c'est la faiblesse de l'économie. C'est sur le moral des troupes. Regardez, le moral était vers la fin, 2020, 2019, 2020, on descendait. Alors les industriels, les entreprises sentaient qu'on s'essoufflait sur le cycle économique qui était assez long, un des plus longs depuis l'après-guerre aussi. Alors déjà, là, voyez-vous, là, on sentait puis même les économistes le disaient, prévoyaient qu'il allait avoir quelque chose, récession 2020, mais là, l'année électorale aux États-Unis, beaucoup disaient non, non, ça n'arrivera pas, ça va être 2021. Mais le coronavirus est venu jouer aussi là-dedans. Alors, les banques se préparent au pire. Le dernier trimestre, là, c'est le trimestre je parle des résultats financiers qui ont eu lieu là, dans les 2 dernières semaines. Il y a 3 grandes banques américaines. Regardez les provisions pour pertes que les banques pensent prendre. Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, explosion. Alors, on se met des ressources de côté pour des jours un petit peu plus sombres au niveau des banques. Écoutez, crise sans précédent, vous avez vu comment les gouvernements ont réagi. On a mis beaucoup, beaucoup de bûches dans le feu. Les stimulus, regardez là, les montants qu'on a, là, même que Ottawa a encore annoncé cette semaine de nouvelles aides financières. Alors, on a dépassé ça. On pense les subventions salariales d'urgence, 71 milliards. Prestations canadiennes d'urgence, 24 milliards. Crédit TPS. On a annoncé cette semaine les programmes pour les étudiants aussi. Alors, c'est des milliards, c'est 5-6 milliards de plus. Alors, on est rendu avec un déficit anticipé à Ottawa de 224 milliards et l'année financière a débuté au 1er avril. Alors, je vous laisse faire vos projections, mais quand même, on est rendu là actuellement. Les banques centrales interviennent massivement. Alors, regardez comment les banques centrales ont des actifs à partir du coronavirus. Là, ça a complètement explosé. Alors, c'est le but des banques centrales, hein, c'est de mettre de l'argent dans le système pour favoriser un roulement de l'économie. Alors, elles achètent des mauvaises créances, elles achètent des obligations des provinces qui ne sont plus capables de se financer, notamment Terre-Neuve. Il y a 2 semaines, a dit « Je ne suis pas capable d'aller me financer sur les marchés obligataires. » C'est la Banque du Canada qui a acheté ces obligations pour la financer. Alors, ça vous donne un peu une idée. L'Alberta est rendu là aussi. Il y a des provinces qui ne sont plus capables de se financer sur le marché obligataire. C'est les banques centrales qui doivent intervenir, dont la Banque du Canada.
changement des taux directeurs. Alors, regardez là, comment les grandes crises qu'on a eues, les grandes récessions, où les taux d'intérêt étaient. Et là, vous avez le taux d'intérêt à 1,5. Là, il est rendu à 0,25. On a eu 2 baisses successives. Alors, c'est pour vous dire comment la marge de manœuvre des banques centrales peut être limitée alors que les taux d'intérêt étaient déjà très bas et on avait une croissance d'à peu près 10-11 ans là, d'économie. Alors, c'était une politique de tenir les taux d'intérêt bas en raison de l'endettement, des ménages et des entreprises aussi. N'oubliez pas ça. Alors, 2021-2020, qu'est-ce qui peut arriver? Bien là, vous l'avez vu, le FMI, selon les prévisions moyennes des économistes, ça varie beaucoup. L'économie du Québec pourrait subir une perte de PIB, de croissance négative. On va être en récession le premier trimestre, c'est sûr, le deuxième aussi. Mais après ça, ça va dépendre aussi comment les consommateurs vont réagir. Alors, on anticipe pour 2020, c'est à peu près là, entre moins 4 et moins 6. La moyenne, c'est à peu près moins 5 de baisse. L'économie du Canada aussi. Et avec les stimulus qu'on a dans la machine, on pense qu'on pourrait éventuellement mettre beaucoup du beurre sur les toasts, comme on dit. 4 à 5 de croissance pour 2021, l'économie du Canada. Alors, ça pourrait repartir assez rapidement. Il y a toutes sortes de scénarios, évidemment. On va vous en donner quelques-uns. Ça, ici, c'est le grand patron de la Banque Royale. La Banque Royale du Canada, c'est la plus grande banque au Canada. Écoutez, lui, ce qu'il dit, c'est si nous pouvons revenir à 80 ou 90 de nous trouvions avant le coronavirus au début de 2021, je pense que ça serait assez bien. Il y a des scénarios plus optimistes, il y a des scénarios plus pessimistes. On va en voir quelques-uns. Regardez ici, ça, c'est la Banque du Canada qui donne les plages un peu, le scénario de croissance. Alors, une reprise en V, en U. Même Frédéric me disait il y a des reprises en W aussi. Alors, on pourrait avoir une reprise rapide et après ça, une descente et une remontée. Mais écoutez, honnêtement, il y a beaucoup de fric dans le système. Les banques centrales sont intervenues massivement. Les gouvernements interviennent. Là, il va falloir voir comment les PME vont réagir aussi avec leur taux d'endettement. Ça va jouer pas mal là aussi. Au Québec, c'est une économie de PME. Hein? Le Québec et le Canada aussi. Alors, ça va jouer là. Regardez les scénarios. Là. Ça peut aller bas, bas, bas et repartir. Ça, c'est la plage qu'on voit là, à droite. C'est la plage des scénarios possibles, avec des scénarios rapides et moins rapides. Donc, on peut avoir un V, on pourrait avoir un U. C'est-à-dire qu'on a une descente rapide et on reste en bas quelques mois et on repart tranquillement. Alors, c'est les plages de scénarios des grands économistes, des grandes banques. Sur les marchés financiers, regardez aussi, là, si on regarde février, de la descente de février au 23 mars, on a eu une baisse de 35 des marchés financiers. Depuis le 23 mars, on a un rebond de 26 à la Bourse de Toronto, 27 à New York sur le Dow Jones, quand même. Là. Mais regardez aussi les moyennes de ces rebonds-là, c'est la ligne en bleu foncé. On est peut-être allé trop vite. On anticipe peut-être une descente puis peut-être un autre retour. Alors, on aurait peut-être un W là, au lieu d'avoir un beau V. Alors, les marchés financiers ont été très rapides à rebondir. Est-ce qu'on va garder cette cadence-là? Alors, regardez, l'historique montre que ça a été vite par rapport à la ligne jaune que vous voyez, là, c'est l'actuel. Alors, à peu près ça qui s'en vient pour les scénarios économiques. Vous pouvez me joindre, pierrecouture.ca, c'est mon site web, podcast Cachemire, disponible sur toutes les plateformes. Et après, on répondra aux questions. Très bien. Très bien. Merci, Pierre. Je vais vous demander, chers participants, de garder vos questions pour la fin. Et je vais enchaîner tout de suite, M. Boisvert, avec votre présentation. Vous pouvez vous préparer pendant la présentation. Donc, Frédéric Boisvert possède une vaste expérience dans les communications stratégiques, des relations publiques et du développement des affaires. Avant de se joindre à Chantier des Vies Canada à titre de vice-président Affaires publiques en 2017, il a œuvré en tant que conseiller en enjeux pour le premier ministre du Canada, ainsi qu'à titre de chef de cabinet de directeur des politiques et communications pour des ministres fédéraux. Il a également collaboré au sein de la firme des relations publiques montréalaise Tesla RP, où il a contribué au succès d'entreprises privées et publiques de toute taille.
M. Boisvert, à vous la parole. Merci, M. Drapeau. D'abord, merci beaucoup à l'Association des fournisseurs de chantier Lévis de présenter ce webinaire. Puis je me sens extrêmement privilégié de partager cette plateforme avec Pierre Couture qui, je tiens à te dire, Pierre, je pense que je suis un de tes plus fidèles sur ton podcast sur Spotify. Que ce soit le matin ou le soir, je t'écoute. Merci. Toujours intéressant. Écoutez, je vais faire une petite transition sur la présentation que je vais vous faire ce matin. Laissez-moi juste la mettre sur la... Voilà, elle est ici. Parfait. Vous la voyez tous, c'est bon? Parfait. Oui. On va le mettre en plein écran. Ouais. Je vais la mettre en plein écran si vous me permettez. Alors, mon but aujourd'hui, moi, c'est, certains ont déjà vu des bouts de présentation que je vais faire, d'autres pas. Moi, c'est ce que j'essaie de faire ce matin, c'est d'abord vous dire où est-ce qu'on en est présentement à Chantier Lévis, le contexte de la COVID, les nouvelles à venir du côté fédéral. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Dans un air d'incertitude, je vais vous dire, Lévis fait preuve d'une résilience assez exceptionnelle, des employés formidables, je vous dirais, qui nous aident à garder le cap, mais surtout une mission qui est de renouveler la flotte des navires de la flotte fédérale, entre autres la Garde côtière canadienne et la Marine royale canadienne. Donc, ça nous tient passablement occupés. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste donner peut-être un petit topo historique de Lévis, parce que les gens ont connu Lévis souvent pour des mauvaises raisons, je tiens à vous dire, au cours des années plus sombres un peu, où c'était plus difficile à la fois de construire des navires, ça coûte un peu plus cher, relations de travail non harmonieuses, tout ça, c'est du passé. Mais quand même, le passé a quand même eu de belles réussites. Dans le passé, il y a eu des belles réussites. On parle de 200 ans d'histoire, on parle de plusieurs centaines de navires livrés, mais ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est Lévis, au final, c'est vraiment, je vous dirais, une puissance manufacturière incroyable. Ils ont, au chantier, là, ils ont produit avec les anciennes administrations des plateformes de forage, plus que 5, je crois, destinées au Brésil pour Petrobras. Ils ont également créé des wagons, des dômes sonores pour la marine américaine et aussi des composants pour la production électrique et aussi pour le nucléaire. Notamment là, la question des modèles SAS pour le Candu. Donc, les gens ne s'en rappellent pas tous, mais c'est quand même des faits d'armes exceptionnels en termes manufacturiers. Vous voyez ici une espèce de vue 50 000 pieds sur une partie du chantier. Ce n'est pas l'entièreté du chantier, mais c'est ça à quoi ça ressemble quand le chantier bouge à pleine capacité. Je me permets de vous pointer vers la coque 718 au début de la cale Champlain, au bas de l'écran. Ça, c'est un des premiers navires commerciaux. Ce n'était pas pour le gouvernement, c'était pour des clients à l'étranger, pour du forage en haute mer. On l'appelle le Seacom Pride. Le Seacom Pride a permis à Chantier Lévis de remporter le prix de la Lloyd's List, donc le prix du chantier nord-américain de l'année, en 2015. Les gens ne savent pas ça, mais Chantier Lévis est le seul chantier canadien à ce jour à avoir remporté ce prix prestigieux-là de la Lloyd's, qui est un organisme international qui est basé à Londres. On va continuer. Rapidement, certains l'ont déjà vu, mais juste pour vous démontrer un peu comment se situe Lévis dans le contexte de la compétition canadienne. Qui sont ses principaux compétiteurs? Alors, on peut voir gauche Seaspan à Vancouver et à droite Halifax avec le chantier Irving. On voit bien que Lévis, c'est le mastodonte parmi les géants, tant au niveau de sa superficie, tant au niveau de ses cales. Puis je veux juste peut-être dire un mot sur la question des cales. Un des problèmes avec la stratégie fédérale actuelle, c'est le manque de capacité. Depuis 7 ans, la stratégie est en cours au fédéral. Vous en parlerez davantage plus tard, mais les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Et pourquoi? Bien, c'est une raison très, très simple. Hein. C'est que les Seaspan et Irving n'ont qu'une seule cale, donc ils ne peuvent livrer qu'un navire à la fois. Alors, ça vient handicaper fortement la production lorsque tu as des retards. Et là, ça s'accumule et ça a un impact sur tous tes navires qui sont dans ton carnet de commandes dans le futur. Donc, ça a un impact au niveau du coût, des dates de livraison. C'est majeur. À Lévis, on peut livrer là,
facilement 5 gros navires en parallèle, de taille d'Astérix, comme vous voyez en arrière de moi. Ça, c'est un navire d'à peu près 182 mètres. C'est véritablement une plateforme, une ville par sa dimension. Donc ça, ce genre de navire-là, on peut en faire 5 en parallèle. Et même si on poussait, à la limite, on pourrait en faire 7. Alors, ça vous en dit un peu plus long sur la capacité de Davy en termes de capacité de production. C'est formidable. Également, au niveau de tonnage d'acier, Davy peut sortir par semaine 300 tonnes d'acier. C'est assez étonnant, mais en même temps, lorsque vous visitez les infrastructures, vous venez voir le panel line, vous allez voir, vous allez comprendre avec l'immensité des lieux pourquoi c'est possible. Davy, on n'entend pas beaucoup parler des propriétaires parce que c'est des gens qui sont plus effacés un peu, mais je voulais prendre 1 minute pour vous en parler aujourd'hui. Côté gauche, c'est Alex Weisfield, c'est lui qui dirige les opérations européennes pour Inocea. Inocea qui est un peu le holding de Chantier Davy, mais qui comprend aussi une compagnie sœur qui s'appelle Federal Fleet Services, qui gère le contrat d'Astérix. Certains l'ont connu le navire Astérix. D'ailleurs, il est derrière de moi là, dans le background. Côté droit, c'est James Davies. Il est président et CEO de Chantier Davy Canada. Je me rapporte à lui directement. Ces 2 gars-là ont remporté le prix des dirigeants de l'année dans le domaine de la défense canadienne par la prestigieuse revue Canadian Defense Review. C'était un peu, en 2019, le carrefour où, depuis quelques années, les fédéraux ne voulaient pas changer de cours en ce qui a trait à la stratégie malgré les résultats faméliques. En 2019, ça a été la reconnaissance de la vision de ces 2 gars-là qui ont pris un chantier moribond en 2012, qui ont réinvesti massivement. Puis, voilà, on est rendu dans une époque où, au-delà de COVID et tout ça, ça va devenir un des piliers de l'économie du Québec avec toutes les retombées économiques dans les régions, avec la chaîne d'approvisionnement. Je tiens à vous dire que ça va beaucoup bouger au cours des prochaines années grâce à ces gens-là. Vous avez vu, peut-être certains l'ont vu, mais nous, ça nous a touché directement. Avec COVID, il y a eu la question des services essentiels. Donc, nous, on s'est fait reconnaître comme activité manufacturière essentielle parce qu'on avait des contrats à la fois avec la Défense et la Garde côtière canadienne. Donc, évidemment, ça n'a pas été toujours facile de garder le cap parce que quand le COVID frappe, et jusqu'à ce jour, on n'a pas de cas de COVID au chantier, on est très chanceux. Mais ça vient changer beaucoup de choses au niveau de la production. Hein. Écoutez, quand les gens rentrent au chantier, on parle de prise de température, on a des guns thermiques qui permettent d'évaluer à distance un peu si la personne fait de la fièvre. On a toutes sortes de mesures en place, distanciation également au niveau de la production. Le 2 mètres est souvent respecté parce que c'est comme ça que ça marche, mais dans des endroits plus confinés, ça apporte plus de challenge. Je veux juste montrer quelques photos. J'aurais aimé si vous en montrer sur les navires, mais c'est ce que j'ai pu trouver à date. Par exemple, au milieu, le gars dans le warehouse, un peu le Amazon de Davy en termes d'équipement, tout ça. Lui porte la visière parce qu'il n'y a pas de contact avec les autres. Il est isolé complètement. Mais la personne à la réception, lui, va porter le masque et la visière. À droite, vous voyez également toute la notion de distanciation, même dans des endroits aussi banals que lorsqu'on va s'acheter une canette de Pepsi, une canette de Coke. Tout est pensé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation. On est extrêmement religieux là-dessus. Évidemment, COVID frappe. Évidemment, ça a eu des impacts parce que ça leur ralentit un peu la production, mais ça continue à Chantier Davy et maintenant, on est presque en pleine opération. On est, je pense, rendu, là, on a dépassé le cap des 300 employés sur le plancher. Il y en a, je pense, 150 en termes de télétravail actuellement, mais il y a un ramp-up qui se fait qui va nous amener progressivement au cours des prochaines semaines là, à une pleine capacité. Pleine capacité, pourquoi? D'abord, pour finir la conversion des brise-glaces qui a été commencée, ça fait un petit bout de temps. On a déjà livré le premier, le Molecule. On va livrer le second et le troisième, le Jean Goodwill puis le Vincent Massé. Mais d'autres contrats ont été conclus. Dont le contrat pour les 2 traversiers fédéraux pour le renouvellement du traversier Madeleine et celui Holiday Island également. Ces 2 traversiers-là, ça va tourner autour de 500 millions chaque. La coupe d'acier va commencer vers la fin 2021, début 2022. C'est très structurant pour l'économie locale et également pour la desserte maritime dans l'Atlantique. D'ailleurs, je tiens à vous dire au niveau des traversiers fédéraux dans l'Atlantique,
Il y en a au moins peut-être 4 autres à construire au cours des prochaines années. Et ça va venir à Davie parce que les 2 autres chantiers dans la stratégie sont fort occupés à livrer et fortement en retard au niveau de leur livraison. Donc, normalement, là, ces traversées-là vont également venir à Davie. Donc, des belles retombées. Là, au bas mot, un autre 2 milliards de traversiers qui va s'en venir chez nous là, à plus ou moins long terme. Au niveau des frégates, on a signé un contrat pour le maintien puis comment je peux dire, la modernisation des frégates de la marine canadienne. Ça va commencer en juillet. La première frégate arrive en juillet. On va faire de quoi de public avec ça pour démontrer là, que plusieurs de ces frégates-là ont été construites à Davie. Donc, c'est un beau clin d'œil de l'histoire que ça revient après autant d'années. Et donc, ça, c'est un contrat de 20 ans qui va également, là, en tout et pour tout, la première tranche, c'est 500 millions, mais au total, ça va être 2 milliards de dollars, ce contrat-là, uniquement. Donc, encore une fois, très structurant pour les emplois dans la région, très structurant au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qui est localisée au Québec dans 13 régions administratives et également dans 10 provinces au Québec. Ça fait beaucoup, beaucoup de retombées partout, ça. Là, vous avez une image du nouveau brise-glace de classe polaire qu'on avait proposé, ça fait des années. Bien, finalement, le gouvernement a mis de l'avant ce qu'on appelle un RFI, un Request for Information, où l'industrie domestique doit démontrer sa capacité à livrer ce gros navire-là. Vous le voyez, première image à gauche, côté gauche, et l'image à droite, c'est celui dans le fond. C'est un mastodonte. À l'époque, lorsqu'il était annoncé en 2013, il était évalué à peu près à 1 milliard pour la construction. En 2017, dans les chiffres de 2017, c'est rendu à 1,3. Nous, on a toujours prétendu qu'on pourrait livrer 1 milliard, peut-être un peu moins, ça sera à voir. Mais les indications qu'on a à l'interne, c'est qu'on est le seul joueur actuellement qui possède tous les atouts pour livrer ce navire-là. Donc, ce navire-là, s'ajoutant au carnet de commandes de Davie, c'est 1,3 milliard environ, plus ce qu'on appelle le sister ship, parce que ces navires-là ne peuvent jamais venir sans le sister ship, donc c'est x2. Vous comprenez que les retombées, juste au niveau de ces 2 brise-glaces de classe polaire-là, ça va être exponentiel, ça va être très, très, très structurant également. Mais la pièce maîtresse, c'est la stratégie fédérale de construction navale. Et donc, ça, c'est sans vous... Je ne pourrais jamais vous donner la pleine dimension de ce que ça va vouloir dire pour le Québec, mais ça va être énorme. En 5 ans, on évalue à peu près à 5 milliards. Sur 20 ans, à 20 milliards. Lorsque les gens nous parlent des projets comme le REM à 6 milliards, tout ça, c'est bien beau, là, mais ça ne se compare pas à ce qu'on va vivre dans la région de Québec et à Chaudière-Appalaches. Ça va être énorme. Tant au niveau, l'impact va être au niveau du marché résidentiel avec les employés qui vont venir travailler à Davie. Également au niveau des régions, comme je pense au Saguenay, qui ont l'expérience en termes de créer des modules. Lorsqu'on le fait en impartition, le port de Saguenay risque d'être sollicité également. Je pense également à des chantiers comme Méridien Maritime qui sont déjà à Davie en ce moment. Chantier Forillon qui, lorsqu'on commande beaucoup de pièces, eux, ont un impact bénéfique parce qu'ils peuvent se procurer des pièces en plus grand nombre à meilleur coût. Tout ça fait une espèce de grappe maritime qui commence à émerger au Québec et ça ne disparaîtra pas parce que la stabilité de ces contrats-là fait que même dans un contexte où, au fédéral, on s'attend, puis je pense que Pierre, tu ne peux pas ne pas être en désaccord là-dessus. Donc, évidemment, il y aura des décisions difficiles à faire au fédéral en termes de déficit. Éventuellement, on comprend qu'il y aura des coupes, mais il y a une chose où ils ne pourront jamais couper. C'est dans des besoins essentiels tels que les brise-glaces et des frégates. Peut-être qu'ils vont réduire le nombre de frégates, peut-être qu'ils vont revoir le modèle, mais les frégates qu'on a modernisées vont rester. Les nouvelles, on espère en avoir un morceau. Mais tout ça, là, ça rentre dans les chiffres que je vous présente présentement, puis ça va être très, très, très stable. Donc, on a vraiment une idée de ce qui va se passer en termes de production. Et ça, on va facilement revenir à des plateaux de 1000, 1200 travailleurs au chantier, avec un bon apport des fournisseurs, parce que sachez que parmi nos fournisseurs actuellement, 70 % de nos fournisseurs sont des PME. Et généralement, lorsqu'ils se sont joints, greffés à la chaîne d'approvisionnement de Davie, ce n'étaient pas des gens qui avaient de l'expérience nécessairement dans le naval. Donc, ça vous en dit long sur comment on peut s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement, comment on peut grandir avec Davie. Puis, moi, au cours des prochaines semaines, ce que je vais m'évertuer à faire, c'est à vous démontrer
des cas types de PME dans les régions qui ont explosé grâce à Dévi. Je pense que ça mérite d'être connu. J'aimerais aussi peut-être terminer, puis j'espère que Pierre, je respecte le temps. Tout va bien encore? Oui, ça va. Okay, je vais prendre peut-être quelques minutes rapidement pour vous parler des emplois à Chantier Dévi parce que, bien évidemment, avec les contrats viennent des opportunités. Puis je pense que ceux qui participent au webinaire, certains peut-être cherchent à se reconvertir parce que dans des temps incertains comme ça, ce n'est pas toutes les industries qui vont réussir à durer. Donc, de savoir que nous, on engage, c'est peut-être bon pour certains au niveau du webinaire. Je veux vous parler d'exemples de cas typiques d'emploi au niveau cadre qu'on a de besoin en ce moment, puis ça presse. Par exemple, des gérants au contrôle de projet, des planificateurs d'acier, des estimateurs mécaniques, des superviseurs électriques. Ça, c'est immédiat, c'est urgent. Pour ceux qui sont intéressés à savoir plus, je vous invite à me rejoindre via LinkedIn, Frédéric Boisvert avec un Frédéric à la fin avec un IK, ou mon courriel frédéricboisvert.acommercialdevy.ca. Je me ferai un plaisir là, de partager vos candidatures avec les gens des ressources humaines. Mais également au niveau de la production, s'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui sont plus côté technique, on parle de monteurs d'acier, d'électriciens. On en a extrêmement besoin en ce moment. Puis c'est des emplois qui sont bien payés, avec, je vous dis, bien conventionnés. Puis ça vous donne tout ce que vous devez. En termes de pérennité, durabilité, vous êtes à la bonne adresse. Maintenant, également, au niveau des vies, on encourage fortement l'embauche de femmes. C'est un grand défi qu'on a. On en a des femmes au chantier des vies et certaines à la très haute direction. Il y en a plusieurs en ligne, d'ailleurs. Il y en a plusieurs en ligne. Oui, je pense à Lindsay Kettel, par exemple, une femme qui est venue à Davie parce qu'elle travaillait pour Babcock avant et donc elle était venue comme consultante en 2014, je crois. Puis finalement, concours de circonstances, on a noté que c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, de brillant. Elle s'est élevée là, du stade de consultant à vice-présidente exécutive en l'espace de quelques années. Parfaitement bilingue maintenant. Elle est établie ici. Elle est en couple avec un professeur de l'Université Laval. Ce genre d'histoire-là, vous allez en voir souvent au cours des prochaines années à Davie. Et puis, je tiens à vous dire que moi, personnellement, quand je travaille, je vois beaucoup l'impact dans un milieu plus d'hommes de l'importance d'avoir des femmes dans les très hautes sphères et partout au niveau de la production. Ça change beaucoup la donne. Et ça permet à l'industrie d'être mieux aiguillée, de mieux répondre aux défis, puis de penser les défis autrement. Puis je vous laisse avec une belle image, notre beau bébé Astérix qui va être prêt à démarrer bientôt d'Halifax pour une nouvelle ronde de déploiement à l'international. Ce navire-là, c'est un navire qui a été livré là, dans les temps, dans les coûts, avec un mode d'approvisionnement qu'on l'espère va être répété dans le futur, ce qu'on appelle une espèce de modèle de location où le gouvernement a plus à gagner actuellement à ne pas posséder l'asset sur une base de courte durée pour transférer les risques de construction au chantier. Par la suite, c'est revendu à prix modique au gouvernement ou à des achats à l'international. L'idée, c'est qu'au final, on doit changer le mode de construction au Canada, qui est un mode cost-plus, où tout est factorisé et la prise de risque n'est pas vraiment, comment je peux dire, mis de l'avant. Donc, Astérix, pour nous, c'est un peu le flagship, c'est un peu le joyau de ce que le Québec, de ce que les fournisseurs peuvent faire lorsqu'on leur met un défi devant eux et on le fait de belle façon. Donc, moi, ça termine ma présentation. Puis je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, M. Boisvert. Parmi les questions, certains ont proposé le chat, mais certains m'écrivent sur email directement actuellement. Il y a une intervention de l'État quand même assez musclée présentement pour maintenir ou tout au moins garder sous respirateur le temps qu'on sorte de la crise. Est-ce que, selon votre lecture à tous les deux, certains pans de l'économie souffrent davantage actuellement? Est-ce que les grands donneurs d'ordre, on vient d'entendre la présentation de Davie, mais il reste que certains d'entre eux vont devoir relancer la machine et puis ils nous parlent déjà de problèmes de fonds de roulement beaucoup plus importants que ce qui existe comme programme actuellement là, pour les soutenir ou ce que les banques peuvent faire actuellement. Votre lecture de ça actuellement, ça ressemble à quoi, là? Pierre, je ne sais pas si tu veux... Ouais, okay. Effectivement, les gouvernements devront mettre l'épaule à la roue
le gouvernement canadien a dit qu'au niveau infrastructure, donc pour avoir des contrats là, pour Davy prochainement, là, il va falloir repartir la machine et les gouvernements vont être là pour stimuler avec des fonds, stimuler les entreprises comme Davy parce qu'on va vouloir mettre du monde au travail également. Alors, ça va être peut-être pour Davy, je ne suis pas inquiet là. Je ne suis pas inquiet pour Davy. Je pense que le soleil pourrait. C'est drôle, Pierre, parce que je parlais hier avec des fournisseurs, dont un exemple, Metallium. C'est un fournisseur d'acier qui évolue partout là, dans le bas du fleuve, à Laval. Il y a une position assez dominante au Québec, mais il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, on travaille beaucoup avec eux. Il me racontait que, par exemple, lui, lorsque nous, on va être en mode là, full ramp-up et que ça va rouler à pin, lui, il va avoir de la misère à suivre un peu parce qu'actuellement, sa sous-traitance à lui, là, ses fournisseurs à lui, éprouvent des problèmes au niveau de leur compte payable. Donc, il y a ce qu'on appelle un petit peu une crise de liquidité. Il va peut-être falloir que les gouvernements pensent peut-être à terme de penser à garantir des marges de crédit. Ce genre parce que c'est beau des vies, ça peut repartir, mais en même temps, il faut que la chaîne d'approvisionnement suive aussi. Là. Exact. On a un rôle à jouer, mais on n'a pas. Écoute, on n'est pas une banque non plus. Fait qu'il faut juste voir comment tout ça va s'agencer. Mais la beauté, c'est qu'on est garanti dans ce qu'on fait, mais en même temps, c'est moins risqué pour le gouvernement de prendre des chances dans ce secteur-là. Mais je pense qu'on doit prendre des chances dans d'autres secteurs aussi, parce qu'il n'y a pas juste le Navan. Hein? Il y a toutes les autres industries lourdes au Québec qui doivent se poursuivre parce qu'on ne veut pas que le Québec se tourne dans un dolorama. Là, on doit favoriser l'industrie lourde également, l'industrie de tous les paliers. Oui, puis ça va être aussi le niveau d'endettement des PME qui va être aussi. Parce que si tu es endetté, ton banquier est plus frileux. Hein? On sait comment ça fonctionne. Alors, je pense que les banques aussi devront, si ton client a des contrats en poche, on peut avancer les sommes et garantir des marges de crédit en conséquence. Oui. C'est d'ailleurs là aussi où plusieurs se questionnent sur les fameuses marges de crédit, parce que souvent les inventaires ou les comptes à recevoir sont donnés en garantie. Mais comme l'exemple que nommait tout à l'heure Frédéric, la valeur de ces garanties-là diminue dans le temps. Un compte à recevoir à 200 jours, ce n'est pas un compte à recevoir à 30 jours. Alors, les banques, dans une situation normale, rappellent les marges de crédit. Il faut donc supporter les institutions financières actuellement pour les aider à aider les entreprises. C'est ce que la Banque du Canada fait. Hein. Actuellement, là, elle intervient directement pour racheter les dettes des banques, en fait, les dettes des entreprises par les prêts aux banques. Oui, puis aussi, tu as vu, Pierre, coup sûr, qu'il y avait aussi un move de la part de la Banque du Canada pour acheter des bons des provinces qui eux-mêmes doivent se financer à court terme au niveau de leurs dettes, leur émission de bons, là, donc de bons du Trésor. C'est des temps incertains, mais en même temps, je pense que l'économie, Pierre Couture, tu vas me rejoindre là-dessus, là, c'est la confiance. Ce qui prime, c'est la confiance. C'est qu'on doit miser sur les industries championnes, on doit donner un signal que c'est reparti, puis que même si, comme tu disais tantôt avec l'espèce de reprise en W où il y aurait peut-être une seconde vague de coronavirus en hiver et que ça ferait un clash avec la saison de grippe également. L'important, c'est de savoir qu'à court terme, il va y avoir un vaccin. On doit avoir des mesures de distanciation qui sont efficaces. Mais la confiance dans tout ça, c'est fondamental pour l'économie. La confiance et la peur, je dirais aussi. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont peur, alors que le taux de mortalité chez les 60 ans est moins de 0,8 %. Alors, il va falloir que les gens sortent. Il va falloir que les gouvernements expliquent très bien que ce virus-là, on ne meurt pas du coronavirus. De façon, tout le monde entier. Alors, ça s'attaque surtout à nos personnes âgées qui ont leur système immunitaire diminué. C'est ça qui est la clé. J'ai deux questions, trois maintenant. Oui, donc, la première de Michel Tousignan de Magog, qui vous demande, selon vous, qu'en est-il des fournisseurs de solutions logicielles, que ce soit d'expertise technologique, logicielle, mobilité, détection maintenant? Qu'est-ce que vous entrevoyez dans ce secteur-là, selon vos expériences respectives, peut-être? Bien, écoutez, tout ce qui est innovation va gagner, là. On s'en va, on va changer complètement nos façons de faire. Ça va amener, pour Davy, c'est sûr que le télétravail
Ça peut, pour les gens dans l'administration, oui, mais il faut fabriquer sur place. Même chose pour les sous-traitants. Là, il faut travailler dans les usines. Mais il va arriver des nouvelles technologies et souvent, c'était peut-être, on n'avait pas connu une expérience désagréable comme le coronavirus, puis on ne voudra pas retourner là. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup d'investissements dans l'innovation et la technologie aussi. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Surpris, par rapport à Davy, je vous dirais, au niveau des logiciels, tout ça, il y a une composante essentielle maintenant. Là, je vous donne l'exemple du contrat des frégates où on va devoir monitorer les progrès des travaux qui sont faits en impartition auprès de nos fournisseurs en temps réel. Parce que la clé, par exemple, dans le contrat des frégates, c'est qu'on ne peut pas avoir une journée de retard là-dedans. Sinon, c'est catastrophique. Donc, toute l'informatisation qui va supporter cet effort-là, évidemment, il y a une architecture technologie d'information qui est de plus en plus présente, de plus en plus importante. Je ne vous cacherai pas que dans l'optique des propriétaires, on n'est pas là, on est encore à quelques années de distance de ça, mais éventuellement, l'intelligence artificielle va prendre une portion plus importante au niveau de toute la production, de la chaîne de production dans le chantier des vies. C'est vraiment je vous dirais, vous êtes dans le bon secteur, dépendamment de votre niche exacte au niveau des logiciels, mais franchement, ça va boomer, je pense, moi, de mon côté. Question de M. Richard Tremblay. Je ne sais pas s'il nous entend, M. Tremblay. 2 petites secondes. Vous m'entendez, M. Tremblay? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Allez-y. Alors, M. Couture, merci pour la présentation. C'était extrêmement intéressant. Votre vision de l'économie est très, très lucide. Alors, on va essayer de vous suivre là, encore plus. Frédéric, merci pour la présentation. On voit que tu as ça dans le sang et que tu aimes ça. Moi, ce que je veux dire, un petit commentaire, c'est que Chantier des vies est là. Puis il est extrêmement innovant dans sa façon de penser, puis dans sa façon d'élaborer sa chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs. Moi, j'ai une question, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Là. La question que j'ai, c'est pour Frédéric. Le gouvernement canadien a-t-il manifesté une intention d'étaler ses contrats pour la marine canadienne ou la garde côtière? Est-ce qu'il y a l'intention d'étirer le temps, de reporter des travaux ou des contrats à plus tard, ou ils veulent maintenir ça pour soutenir l'économie? C'est une très bonne question. Je pense que l'intention au fédéral, en tout cas, c'est sûr qu'on leur parle régulièrement, là, évidemment, à nos clients, là, que sont la garde côtière et la marine, mais bon, il y a quelques constats moi, que je peux vous partager là, sans trop briser la confidentialité. C'est que d'abord, peut-être qu'ils vont regarder accélérer certains contrats pour stimuler l'économie à court terme. Fait que ça, c'est intéressant pour bien des fournisseurs et des travailleurs du chantier. Également, la tentation peut-être d'étirer la dépense. C'est peut-être ça à quoi tu fais référence. Vous faites référence, M. Tremblay. Je ne pense pas qu'elle va arriver parce qu'il y avait un rapport en 2016, là, puis sans vous donner des détails de ça parce que c'est un peu trop long, on l'appelait le Emerson Report. Puis dans le Emerson Report, c'était clair, le constat le plus accablant, c'était que à travers les décennies de négligence, on est rendu à un stade opérationnel au niveau de la flotte fédérale, donc les navires de la marine puis de la garde côtière, à un stade où les navires rouillent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Là. Cette tentation-là, ils ne peuvent pas se la permettre. Là, ça n'arrivera pas. Alors, ça vient un petit peu là, appuyer ce que je vous disais à tous tantôt sur la prédictibilité, la stabilité là, pour les prochaines décennies. C'est du solide. Très bien. Merci beaucoup, M. Tremblay. Je vais prendre 2 questions encore. On a une question de M. Vincent Bernier qui s'adresse probablement à Frédéric Boisvert. Est-ce que le gouvernement du Québec pourrait lancer la construction de nouveaux traversiers en cette période difficile? Bon, écoutez, c'est une bonne question. Je sais que la flotte du Québec commence à vieillir. Ce n'est pas tous les navires qui actuellement doivent être remplacés. Certains, oui. Je vous donne l'exemple de, par exemple, les 2 traversiers que certains ont pris, peut-être toi, Pierre, peut-être M. Couture également, la fameuse traverse Lévis-Québec. Ces 2 navires-là ont été livrés par Davy en 1971. Ils sont toujours actifs.
subissent des cures de rajeunissement. C'est le ferait aussi pour les traversées comme le Savard et autres. Mais éventuellement, on croit que le Québec va se doter d'un plan là, pour renouveler la flotte de traversiers. Ça va être quoi la composante au niveau contenu québécois, tout ça? Moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de fournisseurs dans les régions du Québec qui se disent qu'il faut regarder à ce que fait le fédéral en termes de leadership dans ce domaine-là. C'est des domaines, je vous dirais, très sensibles, de sécurité nationale, de souveraineté également. Donc, tous les pays européens font pareil de toute façon. C'est un secteur qui est protégé de par les traités internationaux. Le Canada et le Québec n'ont pas besoin d'exporter de contrats actuellement. Là, légalement, ils ont les coups des franges. C'est à voir comment le Québec va évoluer par rapport à sa propre pensée, sa stratégie maritime. On a des indications que, avec un gouvernement nationaliste, puis dans un contexte, comme M. Legault disait, de déglobalisation, ça regarde de manière favorable pour tous les constructeurs navals du Québec. Parce que je vais vous dire une chose, Davy, c'est un joueur, mais moi, je parle à d'autres constructeurs au Québec actuellement sur une barre journalière, les Forillon, les Groupes Océans, les Méridiens, les Navamor à Montréal. Écoutez, c'est des gens qui sont, Royal Mount à Montréal également. C'est des gens qui contribuent à l'effort de guerre, qui donnent des emplois de qualité, puis tout le monde peut en bénéficier. Hein. Donc, c'est ça l'idée au final. C'est une belle occasion, je vous dirais, une belle opportunité, M. Bernier. Très bien. Une dernière peut-être pour vous deux, qui vient de M. Jerry Espada. Je n'ai pas la provenance. Là. Bref, la confiance des consommateurs semble être une des clés de la relance. Pierre, vous en avez parlé tout à l'heure. Quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement et les entreprises ont un contrôle et qui pourraient la favoriser, cette confiance-là? On a vu d'ailleurs ce matin, là, j'en parlais avec toi, Pierre, avant la conférence, là, de ce que fait une entreprise comme Ameublement Tanguay là, pour gérer le flot habituel de demande, là, ce que ça implique en termes de changement du comportement du consommateur comme tel pour l'avenir. Qu'est-ce qui peut influencer la confiance, là, selon vous deux? Évidemment, les entreprises ont un rôle à jouer dans cette reprise-là, là, le plan de déconfinement. Là. Le message qu'on va envoyer aux gens, c'est que la peur, il n'y en a pas. Il faut envoyer le message qu'on peut reprendre nos activités, évidemment avec des mesures sanitaires, distanciation sociale, mais la vie doit reprendre son cours parce qu'il y a des gens là, qui sont complètement figés par cette peur-là. Oui. Des gens qui ont écouté beaucoup de médias, là, ils doivent se déconstruire là, dans leur mental que la confiance va revenir comme ça. Les consommateurs vont revenir dans les commerces et c'est comme ça que tranquillement, on va reprendre le cours normal. Et là, c'est ça. Là, est-ce qu'on va avoir un V, un U? Tout ça va jouer à la clé. Là, c'est la confiance des consommateurs dans le système. Puis comment ces gens-là, parce que là, il y a des gens qui ont de l'argent aussi dans leur poche. On va acheter local, on va acheter... on ne pourra pas aller cet été en voyage en Europe, évidemment. Donc, il va y avoir beaucoup d'argent dépensé ici. Là. Et là, je pense que ça va être bon pour nos entreprises. Et c'est comme ça qu'on va reprendre le dessus au cours des prochains mois. Très bien. C'est tellement vrai, M. Couture. Je vous dirais, juste dans l'histoire, les gens l'oublient facilement, mais il y a eu la grippe espagnole qui a décimé des millions de vies partout dans le monde. Écoutez, la grippe de Hong Kong des années 68, les gens ont oublié ça aussi, mais ça a tué beaucoup des milliers de gens. Ce qu'on vit présentement n'est pas exceptionnel. Ça va prendre un leadership qui est fort, ça va prendre des directives, ça va prendre un plan. Ce que j'aime, moi, des États-Unis, par exemple, j'en parlais avec M. Couture avant le début du podcast, du webinaire, il y a des guidelines, il y a des lignes directrices qui sont émises. Je regarde à la Saskatchewan où qui ont un plan en 5 phases. Là, on est rendu à se faire dire, écoutez, là, voici le plan de match. On le veut, le plan de match. Nous autres, c'est sûr qu'à Davy, on est service essentiel, mais écoute, on est solidaire, puis on n'est pas isolé dans une île. Là. On vit avec tout le monde, on voit les catastrophes qui se passent actuellement devant nos yeux. On doit, moi, je fais un appel très clair sur un plan directeur, des lignes claires, simples, de voici où on s'en va. C'est ça que les gens ont besoin. C'est ça que l'industrie veut entendre. Je pense qu'on va l'avoir bientôt. Je pense que M. Fitzgibbon va prendre le relais la semaine prochaine. M. Couture, je ne sais pas si c'est également ce que vous entendez, mais on sent que l'économie va reprendre ses lettres de noblesse, puis il n'est pas trop tôt.
Très bien. Je vais me permettre d'ajouter une question parce que j'en ai une belle et Frédéric, vous parliez de M. Fitzgibbon tout à l'heure. J'aimerais vous entendre sur l'attitude protectionniste qu'on aura peut-être dans les mois et les années à venir. Il y a des initiatives qui commencent à poindre, là, comme le panier bleu, et puis bon, on favorise l'achat local. On souhaite que dorénavant, il y ait davantage d'achats local, mais qu'est-ce qui advient des ententes, des accords internationaux dans certains domaines? Ce ne sera pas possible là, d'avoir cette attitude-là. Il va falloir réouvrir les frontières, il va falloir commencer à acheter de toute manière à l'extérieur. Il y a des secteurs plus à risque, selon vous, et des secteurs qui vont être davantage protégés pour l'avenir? Bien, moi, premièrement, l'histoire de la démondialisation, je n'y crois pas. Là. 30 de notre économie repose sur le commerce international. On ne pourra pas briser 30 de notre économie en 2 minutes. Là. Ouais. Il va y avoir des pressions protectionnistes de certains pays. Peut-être que les États-Unis vont vouloir rapatrier des usines, vont vouloir faire pression sur des groupes industriels pour fermer des usines à l'extérieur et rapatrier, profiter de cette situation-là. Il faudrait être très aux aguets, là. Mais je pense que le Canada a tout à gagner à devenir libre-échangiste et à continuer sur la scène internationale. Regardez nos PME, comment elles profitent de ces accords-là. Alors, moi, je ne vois pas comment, du jour au lendemain, on deviendrait là. Bon, il y a des initiatives locales, c'est correct, c'est beau, mais il y a du monde. La planète continue à tourner. Il va falloir continuer à être présent partout dans le monde parce que c'est là que ça se joue aussi. Alors, la démondialisation, moi, je n'adhère pas. Je suis très sceptique là, par rapport à ces concepts-là. Là. Très bien. Je pense que Pierre a raison. J'ajouterais peut-être quelque chose là-dessus, c'est qu'il y aura chez les Québécois, déjà ça l'arrive, une nouvelle façon de regarder le produit québécois. Avant, lorsqu'il y avait peut-être une prime de 10 % sur un produit, c'était quand même quelque chose c'était jugé onéreux, donc on allait avec le produit fait à l'étranger. Je pense qu'actuellement, il y a une conscientisation également de la stimulation de l'économie locale par des gestes de consommation. Pierre, je pense que tu vas d'accord avec moi là-dessus, ça a un impact majeur sur l'économie quand c'est fait au niveau local. Oui, non, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire, comme tu dis exactement, qu'on doit refaire le monde avec les traités. Là, je pense que ça va rester. Les domaines qui sont déjà protégés, comme le naval, ça va rester. Il va probablement y avoir un aspect sanitaire de sécurité ajouté à la lentille de l'approvisionnement, tant au niveau canadien qu'international. Ça également, ça va être un facteur qui va jouer. Mais on ne pourra pas refaire les spécialisations que chacun des pays a acquis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne sera pas là. Mais chose certaine, ce qui me plaît à voir ces derniers temps, c'est une conscientisation du tissu économique local, de l'achat local, quand ça fait du sens, quand c'est bon. Puis tout ça fait en sorte que tu auras peut-être un meilleur équilibre entre le tout libre-échangisme et par des actions concrètes, par une consommation plus locale, un meilleur équilibre peut-être au cours des prochaines semaines, des prochaines années. Très bien. Messieurs, merci beaucoup de votre collaboration. Vous avez su garder l'attention de beaucoup de gens, presque la plupart sont restés en ligne. Je vous informe, chers participants, qu'il y aura d'autres activités du genre dans les prochaines semaines. On vous en informera. Messieurs, peut-être pour le mot de la fin, si vous avez une dernière touche à ajouter. Ah ben écoutez, super activité, vraiment intéressant et ça nous permet de sortir un peu de nos cadres de confinement. Alors, longue vie à ce type d'initiative. Encore merci de m'avoir invité. Oui, ben moi, je salue l'initiative de l'Association des fournisseurs de chantier Lévis. J'espère que vous... Pierre, je trouve que c'est une personnalité importante qui rend crédible cet effort-là. Puis, M. Drapeau, je vous encourage à continuer à aller chercher d'autres personnalités du genre pour parler d'économie, parler de ce qui se passe au niveau de votre chaîne d'approvisionnement. C'est gagnant, c'est des sujets qu'on devrait plus parler au Québec. C'est important. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les participants. Bonne continuité de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.